Après 2 jours de débats sous tension, à 2 pas d'ici, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, vous avez tous vu hier les images du président iranien Ahmadinejad et surtout les propos antisémites qu'il a tenus à la tribune du Conseil. Vous avez tous vu le départ de la salle de conférence des pays membres de l'Union européenne qui ont tenu à marquer ainsi leur désaccord profond avec ce discours de haine. Et vous avez donc tous bien compris que nous étions en train de vivre un événement important. Un événement qui va probablement affecter durablement les relations Nord-Sud et changer la donne internationale. C'est une affaire complexe dont il s'agit et qui n'a pas été beaucoup couverte par les médias jusqu'à maintenant. Nous vous devons donc des explications et des clarifications afin de vous permettre de vous faire une opinion sur ce sujet. Nous avons à peu près 2 heures, un peu moins, 2 heures, au cours desquelles nous allons revenir sur tout cela avec nos invités. Alors, avec nous sur ce plateau, Daniel Cohn-Bendit, qu'on ne représente plus ni en France, ni en Allemagne, donc député européen, entre autres, parmi ses activités, et aujourd'hui personnage public, au-delà même de la France et de l'Allemagne, personnage public européen. Saïd Saadi, donc leader de l'opposition démocratique en Algérie, en tous les cas un des leaders. Il dirige le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie en Algérie. Et puis surtout, et c'est à ce titre que nous l'avons invité, il a fondé la Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985. Et suite à cela, a fait 3 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est bien placé pour nous dire ce que ça coûte parfois dans certains régimes de défendre les droits de l'homme, mais aussi ce que ça rapporte à ceux qui, d'une certaine manière, comme lui et comme ceux qui vivent dans un certain nombre de pays autoritaires ou d'anciens pays autoritaires, défendent ces valeurs-là. Et enfin, à la suite des événements qui se sont déroulés hier, Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui nous avait donné son accord pour être présente ce soir, a annulé son voyage ici. Et donc c'est François Zimray, ambassadeur pour les droits de l'homme, qui nous donnera le point de vue de la France et qui sait peut-être de l'Union européenne. Je dois dire aussi que c'est un ancien collègue de Daniel Cohn-Bendit et qu'à ce titre, ils ont tous 2 ferraillé sur les bancs de l'Assemblée européenne, puisque c'est un ancien député européen sous une étiquette, je crois, socialiste ou pas. Ouais, je ne me trompe pas, sous une étiquette socialiste. Alors, je voudrais rappeler quelques éléments de citation du discours de M. Ahmadinejad hier. Après la Seconde Guerre mondiale, sous prétexte de la souffrance des Juifs et de l'Holocauste, un peuple a été chassé et des migrants venus d'autres lieux du monde se sont installés en Palestine. Premier extrait. Deuxième extrait. Pour récompenser les conséquences du racisme en Europe, des racistes encore plus durs ont été emmenés en Palestine pour y régner. Et puis aussi, il tonne contre l'État raciste d'Israël, je précise, et dénonce le sionisme mondial qui personnifie le crime. C'est lui qui parle. Alors François Zimray, je l'ai dit, vous êtes ambassadeur des droits de l'homme pour la France. La délégation française, suivie par d'autres délégations européennes, a quitté la salle à ce moment-là. Ma première question, est-ce que pour vous c'était une surprise? Est-ce que vraiment vous vous attendiez dans cet environnement à un discours de haine comme celui-là? Sans doute pas à ce point. Il faut d'abord dire que Ramayad n'a pas pu être là, et c'est pour la raison pour laquelle elle n'est pas là. Ich bin da nicht einverstanden. Sie hätte kommen können, wenn sie gewollt hätte. Elle aurait pu venir si elle avait voulu. Bon, tout ça, c'est un peu singulier. Hein. Je comprends que tu sois déçu, mais elle n'a pas pu venir ce soir, et c'est pour ça que je la représente. Oui, on a été surpris par l'ampleur de ce discours. On attendait un discours plus responsable. Maintenant, s'agissant du président iranien, s'agissant des déclarations qu'il avait formulées quelques heures avant son départ de Téhéran, on pouvait aussi imaginer que les choses iraient mal. Mais là, je dois dire qu'on a été servi. Nous avions imaginé toutes les hypothèses. Et il est clair que dès les premiers mots de son discours, dès les premières minutes, il est apparu que ce discours ne serait non seulement anti-israélien, comme cela a été souvent dit, mais surtout anti-occidental et antisémite. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de détourner cette conférence contre le racisme de sa finalité profonde. Et dans ces conditions, il n'y avait pas d'autre issue, pas d'autre attitude
pour la France que de se lever ostensiblement et de quitter la salle alors que le président iranien partait. Et nous avons été suivis par l'ensemble des pays européens présents. Alors, il y a d'autres pays européens qui avaient adopté une autre attitude. L'Allemagne, par exemple, qui a adopté l'attitude du boycott, c'est-à-dire de ne pas assister à ce discours, pas la même que la vôtre. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, avant que je donne la parole à Daniel Cohn-Bendit sur ce point. Est-ce que vous aviez concerté cette attitude, c'est-à-dire européenne ou pas? On surestime les divisions européennes. Sur l'essentiel, nous avons été unis. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce que nous appelons les lignes rouges, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, ce que nous attendons de cette conférence et ce que nous ne voulons pas entendre. Les points sur lesquels nous avons divergé avec quelques pays européens et en parfaite intelligence, en parfaite connivence, nous sommes restés en contact permanent. Les points sont des points tactiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces lignes rouges pouvaient être franchies, quelle attitude fallait-il mener si elle était franchie en séance? Mais sur le fond, c'est-à-dire d'abord sur le texte, nous n'avons pas eu de divergence. Sur les valeurs que nous voulions défendre, sur les objectifs que nous attendions de cette conférence, il n'y a pas eu l'ombre d'une divergence et c'est un succès à cet égard. Et je vous rappellerai que 23 pays européens ont quitté la salle derrière la France. 23 pays européens. Qu'est-ce qui vous a conduit à penser qu'il fallait mieux être présent que pratiquer la politique de la chaise vide comme l'a fait l'Allemagne? Puisque, après tout, vous dites qu'il n'y a pas de divergence de fond, c'est des divergences tactiques. Quel était le point de vue des Allemands sur cette question? Quel était le point de vue des Français? D'abord, c'est une question difficile. Il n'y a pas eu de réponse évidente. Nous avons beaucoup hésité, nous nous sommes interrogés, car c'est une question complexe et l'hésitation a sa raison d'être, a sa noblesse. Il y avait des raisons de partir. On aurait parfaitement pu aussi le voir comme cela. Mais nous avons considéré que le dialogue est une valeur en soi, que le multilatéralisme, c'est-à-dire l'existence de ces enceintes où les pays dialoguent entre eux, était également une valeur qui devait être préservée, que le monde dans lequel nous sommes entrés est un monde lourd de dangers, lourd de menaces, d'incertitudes, et qui a besoin, qui appelle ces enceintes, quand bien même le dialogue n'y est pas toujours serein, n'y est pas toujours convenable, je pense qu'il y a besoin d'échanger. Parce que si on supprime cette notion de dialogue, si on supprime ces instances, si on fait la politique de la chaise vide, alors ce ne sont plus que des monologues. Daniel Cohn-Bendit, votre ami, je peux le dire, Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères, a précisé les choses. Nous y sommes allés parce que nous ne voulions pas trahir nos amis africains et moyen-orientaux qui nous avaient aidés dans la rédaction de ce texte de compromis, mais nous avions fixé des lignes rouges à ne pas dépasser, et en particulier la question de la réouverture de la polémique avec Israël et la citation qu'on a donnée tout à l'heure. Voilà pourquoi les 23 délégations européennes présentes dans la salle ont quitté. L'Allemagne donc a décidé de ne pas être présente. Est-ce que vous étiez d'accord avec Angela Merkel là-dessus ou pas? Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Et ce qu'on dit là, c'est un petit peu du blabla. Tout le monde savait d'entrée de jeu que la déclaration finale ne contiendrait pas tout ce que l'on redoutait, parce que tout cela était connu avant la conférence, avait déjà été négocié. Alors, que les diplomates ne fassent pas comme si tout le monde savait, on savait très bien la veille. Moi, j'ai vu moi-même le texte. Alors, peut-être que la diplomatie française n'était pas au courant, ça serait triste. Mais j'ai vu le texte. Les diplomates russes y avaient travaillé, de même que les Africains. Ça, c'est un premier point. Second point. Chacun savait que lorsque Ahmadinejad prendrait la parole, il dirait ce qu'il dirait. On sait très bien, on le connaît. Bon, c'est un homme qui va probablement perdre l'élection présidentielle en Iran. Il a voulu faire campagne électorale. Et qu'on parte en plein milieu du discours, je le comprends, mais il faut y aller. Kouchner aurait dû y aller, il aurait dû s'exprimer, il aurait dû répondre. Il faut se battre, il faut se battre. Et ce qu'Ahmadinejad dit, il faut le réfuter. Le délégué norvégien a tenu un discours remarquable. Personne n'en a parlé. C'était un discours remarquable. Vous parlez de lui, c'est qui a intervenu donc après tout de suite après. Et donc là-dessus, la délégation française est revenue, ainsi que les délégations européennes, après le départ d'Ahmadinejad. Je le cite, « Rester à l'écart et laisser la tribune de l'ONU au seul président iranien, ça a un effet très limité.
Si on commence à se retirer parce qu'on trouve que c'est inconfortable de rencontrer nos opposants idéologiques, le monde perd. Donc, bien sûr. François Imret. Bien sûr, mais je ne peux pas laisser dire ce que Daniel Cohn-Bendit a dit tout à l'heure. Bon. Qui recommence avec la diplomatie. Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig. Non, je n'avais pas fini avant d'avoir la réponse diplomatique. Très simplement, ce que je crois, c'est que cette conférence, il aurait fallu lui donner des objectifs plus élevés. Tous les ministres européens des Affaires étrangères auraient dû venir, tous auraient dû s'exprimer, tous aurait dû présenter, parler des relations problématiques entre l'Union européenne et les droits de l'homme, les libertés, le droit. Il aurait fallu avoir un discours offensif sur ces thématiques sans avoir peur d'un fou. C'est pas parce qu'il y a un fou quelque part qu'on prend la fuite. Il a d'une certaine manière raison. Quand même, l'attitude de l'Europe là-dessus a laissé un boulevard à Ahmadinejad. Moi, j'étais hier au Conseil des droits de l'homme. Je veux dire, l'ensemble de la presse internationale était là et lui a fait les honneurs de sa présence. Et quelque part, on peut imaginer, rêvons un peu, on peut imaginer que dans cette formidable assemblée, que ce soit Barack Obama, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Brown, ou Angela Merkel, ou Bernard Kouchner, qui viennent faire Kouchner avec son passé, un discours enthousiaste sur la question des droits de l'homme. Est-ce que quelque part, là, ça n'aurait pas été un signal beaucoup plus fort? Bernard Kouchner, Ramayad suivent de très près ce processus. Ils nous ont donné des instructions extrêmement claires. Nous ne nous sommes pas encore exprimés. Nous le ferons demain matin par la voix de l'ambassadeur Mattei. Mais je m'étonne, Daniel. Mais c'est dans la salle qu'il faut parler. Il faut s'adresser aux autres. Et nous parlerons dans la salle. Nous parlerons dans la salle face aux autres. Et je m'étonne qu'on puisse étaler si publiquement sa méconnaissance de ce que fut réellement cette négociation, où jusqu'au dernier moment nous avons craint que les lignes rouges soient enfoncées, et ce qu'il a fallu d'efforts, de persuasion pour faire en sorte que, une à une, ces lignes rouges tiennent, que les points sur lesquels nous étions accordés avec les autres pays européens figurent dans ce texte. Ça a été des mois. Quiconque a vu l'état de ce texte au mois de novembre, lourd de provocations, on peut mesurer les progrès accomplis. François, 2 jours avant la conférence. On va revenir simplement sur ce point au cours de l'émission. Je voudrais quand même donner la parole maintenant à Saïd Saadi, parce que, évidemment, ça se passait ici, il y avait une stratégie de l'Europe sur cette question, mais il y avait évidemment beaucoup de pays du Sud au cours de cette conférence. Et s'il y a eu 23 délégations de pays européens qui sont sortis, l'essentiel des pays du Sud sont restés. Et même s'il y avait de la claque qui avait été organisée par la délégation iranienne dans la salle, même si eux-mêmes n'ont pas forcément applaudi à ce qui s'est passé, n'empêche qu'ils ne sont pas sortis. J'aimerais juste, à titre personnel, savoir, pour vous, Saïd Saadi, quel est l'effet produit par un discours comme celui d'Ahmadinejad? Sur moi ou sur vous, sur moi? Personnellement. Bien évidemment, tout le monde sait que je ne suis pas un fervent partisan du discours de M. Ahmadinejad. Cela étant dit, moi je me dois de dire que je n'étais ni surpris, ni même relativement perturbé par ce qu'il a pu dire. Il fait du Kadhafi, du mauvais Kadhafi, c'est pas vraiment nouveau. Tous les despotes du Sud recourent à ce genre de simagrée illégitimité politique. Quand ils sont mis en faillite devant leur gestion, ils recourent à la surenchère sur la question palestinienne. Je connais beaucoup de Palestiniens soucieux de crédibilité et soucieux du devenir de l'État palestinien qui n'ont jamais dit que l'État d'Israël est un État raciste. Ils vous disent que c'est un État expansionniste, c'est un État envahisseur, c'est un État brutal, c'est un État qui organise des expéditions punitives qui engendrent des victimes innocentes, femmes et enfants. Mais enfin, ces surenchères ne travaillent pas à la cause palestinienne. Et M. Ahmadinejad, comme d'autres leaders arabes, ont comme cadet des soucis le devenir de la cause palestinienne. C'est un levier pour faire de la surenchère avant une élection présidentielle qui s'annonce en Iran, et beaucoup y recourent. Dans mon pays aussi. Lorsqu'il y a eu les événements de Gaza. Oui, mais quand le négationnisme sert à gagner des élections, c'est terrifiant quand même. Sûr, on arrive à un degré zéro de la politique, plus que zéro, c'est en dessous de sur zéro. La question de savoir pourquoi est-ce que les États du Sud, les États arabes notamment, ne sont pas dirigés par des démocrates. Ça, c'est secret. Vaste sujet. Vaste sujet. Vaste sujet. D'ailleurs, c'était mon autre question, Saïd Saadi. Ce n'est un secret pour personne. Il n'a pas encore gagné les élections, hein, Ahmadinejad. En allemand, s'il vous plaît. Mais il n'a pas encore gagné les élections. Il veut essayer de gagner l'élection. Mais justement, ma question, Saïd Saadi, c'est pourquoi il s'est trouvé aucune voix du Sud
pour condamner ce qu'a dit Ahmadinejad hier? Parce que les représentants du Sud aujourd'hui ne sont absolument pas ce que méritent les peuples du Sud. Les premières victimes de ces dirigeants, ce sont les peuples du Sud. J'ajouterai simplement, et c'est une question que je me pose, parce qu'elle se pose dans le Sud, puisqu'on veut vraiment avoir l'état de l'opinion des gens du Sud, est-ce que lorsque la démocratie a été piétinée dans le Sud, on a entendu autant de révoltes légitimes en la matière? Est-ce que lorsque des abus sont commis, comme vient de l'être d'ailleurs, les droits les plus élémentaires en Algérie, j'en parle pas parce que c'est mon pays, mais c'est parce que le dernier en date, une orgie politique vient de déposséder le peuple algérien du droit le plus élémentaire, eh bien, je crois qu'on a même applaudi à ces fraudes électorales. Cette manière d'appréhender la démocratie, selon qu'on soit d'un côté d'une ligne blanche ou de l'autre, complique la cohésion de la communauté internationale. Mais c'est d'autant plus vrai que l'Union européenne n'a pas dit un mot critique sur l'élection en Algérie. Les Américains ont dénoncé l'élection en Algérie. Si ce que l'on appelle des élections, pas une remarque critique. Non, c'est pas exact. Sarkozy a téléphoné une heure après en disant